Le ciel normand, lourd de nuages gris, semblait s'affaisser sur la campagne lorsque la Citroën familiale des Dufresne s'engagea dans l'allée sinueuse menant au manoir d'Evreux. Marc, les mains crispées sur le volant, observait avec un mélange d'appréhension et d'excitation la silhouette imposante qui se dessinait au bout du chemin. À ses côtés, Sophie, son épouse, contemplait en silence cette demeure qui allait devenir leur nouveau foyer. « On dirait qu'elle nous observe », murmura-t-elle, frissonnant malgré la chaleur de l'habitacle. Sur la banquette arrière, Léa, 14 ans, leva enfin les yeux de son carnet à dessin. Son regard s'illumina à la vue des tourelles asymétriques et des gargouilles ornant la façade noircie par le temps. « C'est magnifique », souffla-t-elle, déjà captivée par l'architecture gothique du manoir. Son frère Thomas, de 2 ans son aîné, retira ses écouteurs avec une moue dubitative. « Magnifique n'est pas le mot que j'aurais choisi. Sinistre, peut-être ?» Marc coupa le moteur et se tourna vers sa famille avec un enthousiasme qu'il espérait contagieux. « C'est notre nouveau départ. Loin du bruit de Paris, de mon ancien travail, des problèmes. » Son regard croisa celui de Sophie, qui hocha imperceptiblement la tête. Ils avaient besoin de ce changement, tous les 4. Le gravier crissa sous leurs pas tandis qu'ils s'approchaient de l'entrée. La porte massive en chêne s'ouvrit avant même que Marc n'ait eu le temps de chercher les clés dans sa poche. Un courant d'air, pensa-t-il. L'intérieur du manoir les accueillit dans une étreinte glaciale. Un grand hall aux boiseries sombres, un escalier majestueux qui semblait monter vers l'infini, des tableaux au sujet austère qui suivaient les nouveaux arrivants du regard. Ça sent le renfermé, remarqua Thomas en fronçant le nez. Et la poussière, ajouta Sophie, passant un doigt sur une console en acajou. Il y a du travail. Marc déposa les clés sur le meuble. Le bruit métallique résonna étrangement dans le silence du manoir, comme amplifié par des murs qui n'avaient pas entendu de voix humaine depuis trop longtemps. Ils passèrent cette première journée à explorer leur nouvelle demeure, ouvrant fenêtres et volets pour chasser l'obscurité qui semblait s'être incrustée dans chaque recoin. Léa choisit une chambre donnant sur le jardin à l'abandon, fascinée par les sculptures qui ornaient le rebord du toit, juste au-dessus de sa fenêtre. « Regarde, papa, dit-elle en pointant du doigt, on dirait les gargouilles de Notre-Dame. » Marc plissa les yeux. « Tu as raison. L'ancien propriétaire était architecte, d'après le notaire. Peut-être s'est-il inspiré de la cathédrale. » Ce soir-là, après un dîner improvisé dans la cuisine aux proportions démesurées, Sophie entreprit de ranger leurs affaires dans la chambre principale. En déplaçant une commode, elle découvrit une latte de parquet descellée. Intriguée, elle la souleva et trouva, enveloppé dans un tissu défraîchi, un petit carnet relié de cuir. À la lueur de sa lampe de chevet, elle ouvrit délicatement la première page. L'encre avait pâli, mais l'écriture élégante restait lisible, journal d'Élisabeth Valmont, 1897. Sophie parcourut les premières pages, découvrant les pensées d'une jeune femme qui, comme elle, venait d'emménager au manoir un siècle plus tôt. Mais ce qui la fit frissonner fut la dernière entrée, datée du 21 septembre 1897, ils sont partout maintenant. Je les entends dans les murs. Les gardiens ne me protègent plus. Ils m'observent. Ils attendent. Je crains que mon temps ne soit compté. Si quelqu'un trouve ces lignes, fuyez le manoir avant l'équinoxe. Fuyez avant que les gardiens ne s'éveillent. Un cri strident brisa le silence de la nuit, faisant sursauter Sophie. Elle se précipita dans le couloir, rejointe par Marc. Le cri venait de la chambre de Thomas. Ils trouvèrent leur fils debout au milieu de sa chambre, le visage blême. « Il y avait quelqu'un, balbutia-t-il. Une silhouette, là, dans le couloir. Elle m'observait. » Marc inspecta rapidement la maison, ne trouvant aucune trace d'intrusion. « Tu as dû faire un cauchemar, dit-il en posant une main rassurante sur l'épaule de son fils. » Mais plus tard, alors que tous dormaient enfin, Sophie repensa au journal d'Élisabeth et aux mots qui semblaient désormais résonner avec une inquiétante prémonition, « Ils m'observent. Ils attendent. » Dans sa chambre, Léa dormait paisiblement, inconsciente du regard de Pierre de la gargouille dont les yeux, à l'extérieur, semblaient avoir légèrement pivoté pour fixer la fenêtre de la jeune fille. Une semaine s'était écoulée depuis l'installation des Dufresne au manoir d'Evreux. Le temps, obstinément maussade, maintenait la demeure dans une pénombre perpétuelle que même les nombreuses lampes allumées par Sophie ne parvenaient pas à dissiper complètement. Ce matin-là, Marc préparait le petit déjeuner dans la cuisine, s'efforçant d'établir une routine rassurante pour sa famille. Le bruit de la cafetière italienne sur le vieux fourneau à gaz couvrait à peine les craquements incessants de la maison.
Tu as entendu ça? Demanda Sophie en entrant dans la cuisine, les traits tirés par une nuit agitée. Marc haussa les épaules. Une vieille maison qui travaille, rien d'inquiétant. Non, pas les craquements. Les murmures. Avant que Marc ne puisse répondre, Thomas apparut, les cheveux en bataille et le visage fermé. J'ai encore fait ce rêve, marmonna-t-il en s'asseyant lourdement. Celui avec les statues qui bougent. Sophie échangea un regard préoccupé avec Marc. Depuis leur arrivée, Thomas faisait des cauchemars récurrents impliquant des statues qui s'animaient et l'observaient. Où est Léa? Demanda Marc, remarquant l'absence de sa fille. Dans sa chambre, elle dessine depuis l'aube, répondit Sophie. Elle ne fait que ça depuis 3 jours. Après le petit déjeuner, Marc décida de se rendre au village pour acheter des provisions et peut-être glaner quelques informations sur l'histoire du manoir. Le centre du petit bourg normand s'articulait autour d'une place modeste dominée par une église romane. Alors qu'il sortait de l'épicerie, une voix l'interpella. « Vous êtes le nouveau propriétaire du manoir d'Evreux, n'est-ce pas ?» Marc se retourna pour découvrir un homme d'une 60aine d'années, élégamment vêtu, qui l'observait avec curiosité. Vincent Leblanc, se présenta l'homme en tendant une main ferme. Historien local et, disons, spécialiste des curiosités architecturales de notre région. Ils s'installèrent à la terrasse du café de la place, et Vincent se révéla être une mine d'informations sur le manoir. Il a été construit au milieu du XIXe siècle par Gustave d'Evreux, un architecte qui a travaillé sur la restauration de Notre-Dame de Paris sous la direction de Viollet-le-Duc, expliqua Vincent. Un homme brillant, mais excentrique. Excentrique, sans qui Marc. Vincent hésita, comme s'il pesait ses mots. Disons qu'il avait développé une fascination particulière pour les gargouilles. Pas seulement pour leur aspect architectural, mais pour ce qu'elles représentaient symboliquement. Et que représentaient-elles pour lui? Des gardiens. Des protecteurs contre les forces maléfiques. Vincent but une gorgée de café avant d'ajouter, presque à contre-séhure, ou peut-être étaient-elles ces forces elles-mêmes. Pendant ce temps, au manoir, Sophie avait repris sa lecture du journal d'Élisabeth Valmont. Les entrées devenaient de plus en plus troublantes à mesure qu'elle avançait dans sa lecture. 10 avril 1897, Gustave passe des heures dans son atelier. Il dit que les gardiens lui parlent, qu'ils lui révèlent des secrets. Je commence à craindre pour sa raison. 2 mai 1897, il a rapporté quelque chose de Paris. Une pierre sculptée, dit-il, mais il refuse de me la montrer. Il l'a cachée dans la cave et m'interdit formellement d'y descendre. Sophie referma le journal, perturbée. Elle décida d'explorer la cave, malgré l'appréhension qui lui nouait l'estomac. L'escalier qui y menait était étroit et humide, les marches usées témoignant de siècles de passage. La cave elle-même était un dédale de pièces voûtées, certaines remplies de vieilles malles et de meubles couverts de draps jaunis par le temps. Dans la pièce la plus reculée, Sophie découvrit une porte verrouillée. Aucune des clés du trousseau ne semblait correspondre. Frustrée, elle remonta, décidée à en parler à Marc dès son retour. À l'étage, Léa était absorbée par ses dessins. Des dizaines de feuilles couvraient le sol de sa chambre, toutes représentant la même chose, des gargouilles, dessinées avec une précision inquiétante pour une adolescente sans formation artistique particulière. Léa, chérie, appela Sophie depuis le seuil, tu veux faire une pause? Léa leva vers sa mère un regard étrangement distant. Elle me demande de les dessiner, dit-elle d'une voix monotone. Elles veulent être vues. Qui ça, elles? Les gardiens, répondit Léa, retournant à son dessin. Ils veillent sur nous depuis si longtemps. Un frisson parcourut l'échine de Sophie. Les mêmes mots qu'Élisabeth avait utilisés dans son journal. Thomas, quant à lui, avait découvert quelque chose d'intrigant sous l'escalier principal. En cherchant une balle perdue, il avait remarqué des symboles gravés dans le bois, presque invisibles sous des couches de vernis. Des symboles qui lui semblaient familiers, bien qu'il n'aurait su dire pourquoi. Lorsque Marc rentra et partagea sa conversation avec Vincent Leblanc, les pièces du puzzle commencèrent à s'assembler d'une façon qui ne présageait rien de bon. Il m'a invité à Paris demain, annonça Marc. Il veut nous montrer quelque chose à Notre-Dame qui pourrait expliquer les particularités architecturales du manoir. Cette nuit-là, alors que la tempête faisait rage à l'extérieur, les murmures dans les murs semblèrent s'intensifier, comme si la maison elle-même chuchotait des secrets longtemps enfouis. Et dans son sommeil agité, Léa murmurait des mots dans une langue que personne dans la famille ne connaissait. L'aube se levait sur Paris, baignant les tours de Notre-Dame d'une lumière dorée qui contrastait avec le ciel encore parsemé d'étoiles pâlissantes. La famille Dufresne,
accompagné de Vincent Leblanc, se tenait sur le parvis de la cathédrale, les yeux rivés vers les hauteurs où se découpaient les silhouettes des gargouilles. Notre-Dame abrite plus de 50 gargouilles et chimères, expliquait Vincent, son regard vif passant de la cathédrale à Léa, qui semblait hypnotisée par les créatures de pierre. Mais savez-vous quelle est leur véritable fonction? Elles servent de gouttière, répondit Thomas, se souvenant de ses cours d'histoire. Vincent sourit, comme amusé par cette réponse simpliste. C'est leur fonction pratique, oui. Mais dans l'imaginaire médiéval, elles avaient un rôle bien plus important, elles étaient des gardiens, des sentinelles qui protégeaient l'église des forces maléfiques. Ou qui les emprisonnaient, murmura Léa, si doucement que seule sa mère l'entendit. Vincent les conduisit à l'intérieur de la cathédrale, puis, grâce à une autorisation spéciale, les guida vers un escalier en colimaçon menant aux galeries supérieures. Gustave Devreux a travaillé ici pendant la Grande Restauration, expliqua-t-il tandis qu'il gravissait les marches étroites. Il était obsédé par les gargouilles, convaincu qu'elles n'étaient pas de simples sculptures, mais des entités dotées d'une conscience. Ils émergèrent enfin sur la galerie extérieure, face à face avec les célèbres chimères qui fixaient Paris de leurs regards de pierre. Le vent s'était levé, faisant claquer les vêtements contre leur corps et emportant leurs paroles. Regardez celle-ci, dit Vincent en désignant une gargouille particulièrement grotesque. Remarquez-vous quelque chose? Marc s'approcha, examinant la créature. Avec ses ailes repliées et sa gueule béante, elle ressemblait à toutes les autres. Puis il vit ce que Vincent voulait leur montrer, gravé dans la pierre, presque imperceptible, se trouvaient les mêmes symboles que Thomas avait découverts sous l'escalier du manoir. Qu'est-ce que ça signifie? Demanda Sophie, la voix tendue par l'inquiétude. Ces symboles appartiennent à un langage ancien, répondit Vincent. Ils sont censés lier l'esprit à la pierre, l'emprisonner. L'esprit, répéta Marc, incrédule. Vincent hocha gravement la tête. Gustave Devreux croyait que certaines gargouilles n'étaient pas de simples sculptures, mais des prisons pour des entités surnaturelles. Et selon les archives que j'ai consultées, il aurait emprunté l'une d'elles. Un silence pesant s'installa, rompu uniquement par le sifflement du vent entre les pinacles de la cathédrale. Vous voulez dire qu'il a volé une gargouille de Notre-Dame? Demanda finalement Marc. Pas exactement. Il a créé une réplique, mais en utilisant une pierre provenant de la carrière originale et en reproduisant exactement les symboles. Puis il l'a installée au manoir, persuadé qu'elle protégerait sa famille. Léa s'était éloignée du groupe, attirée par une gargouille à l'extrémité de la galerie. Elle tendait la main vers la créature de pierre, comme hypnotisée. Léa, cria Sophie en se précipitant vers sa fille. Ne touche pas à ça. Mais Léa semblait ne pas l'entendre. Ses doigts effleurèrent la surface rugueuse de la gargouille, et elle murmura, « Ils m'appellent. Ils veulent que je les libère. » Sophie l'arracha à sa contemplation, mais le mal était fait. Sur le chemin du retour vers la Normandie, Léa resta silencieuse, le regard perdu dans le vague, dessinant inlassablement dans son carnet les mêmes symboles que ceux gravés sur les gargouilles. Cette nuit-là, une tempête d'une violence inhabituelle s'abattit sur la région. Le vent hurlait autour du manoir comme une bête enragée, faisant trembler les vitres et gémir la charpente centenaire. Incapable de trouver le sommeil, Marc descendit à la cuisine pour se préparer une tisane. En passant devant la porte de la cave, il remarqua qu'elle était entr'ouverte, laissant filtrer un mince filet de lumière. « Sophie » appela-t-il, pensant que sa femme avait peut-être eu la même idée que lui. Seul le silence lui répondit. Intrigué et légèrement inquiet, Marc descendit les marches grinçantes. La cave était plongée dans l'obscurité, à l'exception d'une faible lueur provenant de la pièce la plus reculée, celle dont Sophie lui avait parlé, avec la porte verrouillée. Sauf que la porte n'était plus verrouillée. Elle était grande ouverte. Marc s'avança prudemment. La pièce était vide, à l'exception d'un piédestal en pierre au centre, sur lequel reposait rien. Juste de la poussière et une empreinte circulaire, comme si un objet y avait été posé pendant très longtemps avant d'être récemment déplacé. Un bruit de pas derrière lui le fit sursauter. Thomas se tenait là, une lampe torche à la main, le visage blême. « Papa, dit-il d'une voix tremblante, il faut que tu viennes voir. » C'est Léa. Marc suivit son fils à travers le dédale de la cave jusqu'à une alcôve qu'il n'avait jamais remarquée auparavant. Et là, dans la lueur vacillante de la lampe, il la vit, une gargouille, identique à celle qu'ils avaient observée à Notre-Dame, posée sur un socle improvisé. À ses pieds, Léa était assise en tailleur, les yeux fermés, récitant dans un murmure continu des mots incompréhensibles. Et alors que Marc s'approchait pour toucher l'épaule de sa fille, un éclair illumina la cave à travers un soupirail,
et pendant une fraction de seconde, il aurait juré que les yeux de la gargouille s'étaient illuminés d'une lueur rougeâtre. « Léa, aplatit-il doucement, réveille-toi. » Sa fille ouvrit les yeux, mais le regard qu'elle posa sur lui n'était pas le sien. Il était ancien, profond, et terriblement conscient. « Ils sont réveillés maintenant, dit-elle d'une voix qui n'était pas la sienne. Les gardiens sont réveillés, et ils ont faim. » Le lendemain matin, Léa ne se souvenait de rien. Assise à la table du petit déjeuner, elle mangeait ses céréales avec l'appétit insouciant d'une adolescente ordinaire, comme si l'incident de la nuit précédente n'avait jamais eu lieu. Marc et Sophie échangeaient des regards inquiets par-dessus leur tasse de café, tandis que Thomas, les yeux cernés, fixait sa sœur avec méfiance. « Comment te sens-tu ce matin, Léa » demanda Sophie, s'efforçant d'adopter un ton léger. « Bien, » répondit Léa en haussant les épaules. « Pourquoi » Marc intervint avant que Sophie ne puisse mentionner les événements troublants de la nuit. « Tu ne te souviens pas être descendu à la cave hier soir » Léa fronça les sourcils. « La cave ? Non, pourquoi j'aurais fait ça ? J'ai dormi comme une souche avec l'orage. » Le regard que Marc échangea avec Sophie était éloquent. Quelque chose n'allait pas, et il devait comprendre quoi. Après le petit déjeuner, Marc s'isola dans le bureau qu'il avait aménagé dans l'ancienne bibliothèque du manoir. Les étagères étaient encore garnies de vieux volumes reliés de cuir, la plupart traitant d'architecture et d'histoire religieuse. Il commença à les parcourir, cherchant toute information sur les gargouilles ou sur d'étranges symboles. Un livre en particulier attira son attention, Symbolisme et entité dans l'architecture gothique, par un certain professeur Edmond Mercier, daté de 1885. Les pages jaunies craquaient sous ses doigts tandis qu'il le feuilletait, s'arrêtant net lorsqu'il tomba sur une illustration des symboles identiques à ceux gravés sous l'escalier du manoir. Selon l'auteur, ces symboles appartenaient à un langage ésotérique utilisé par certaines sectes médiévales qui croyaient en l'existence d'entités anciennes, ni démons ni anges, mais quelque chose d'autre, de plus primordial. Ces entités pouvaient être liées à des objets physiques, comme des statues, servant ainsi de vaisseau ou de prison. Marc sentit un frisson lui parcourir l'échine. Il continua sa lecture, découvrant que ces sectes considéraient les gargouilles non pas comme de simples décorations architecturales, mais comme des gardiens actifs, des sentinelles contre ces forces anciennes, ou parfois, paradoxalement, comme leur réceptacle. Pendant ce temps, Sophie avait décidé d'explorer plus en profondeur la chambre secrète de la cave. Armée d'une lampe torche puissante et du journal d'Elisabeth Valmont, elle descendit les marches avec détermination, ignorant la sensation oppressante qui s'intensifiait à mesure qu'elle s'enfonçait sous terre. La gargouille était toujours là, immobile sur son socle, ses traits grotesques figés dans une grimace éternelle. Sophie l'examina attentivement, remarquant pour la première fois des détails qu'elle n'avait pas vus la veille, de minuscules inscriptions gravées à la base, similaires aux symboles découverts par Thomas. En explorant davantage la pièce, elle découvrit une dalle descellée dans le sol. En la soulevant, elle révéla une cage contenant une boîte en bois sculptée. À l'intérieur se trouvaient des documents jaunis, des lettres, des croquis, et ce qui semblait être un manifeste écrit de la main de Gustave Devreux lui-même. « J'ai découvert leur véritable nature », écrivait-il dans une écriture nerveuse. Les gardiens ne sont pas ce que l'Église prétend. Ils ne protègent pas des démons, ils sont les démons, ou plutôt, ils contiennent des entités bien plus anciennes que notre conception du mal. J'ai fondé le Cercle des Veilleurs pour étudier et contrôler ces forces. Sophie parcourut rapidement les autres documents, découvrant l'existence d'une société secrète, le Cercle des Veilleurs, dont le but était de maintenir les entités emprisonnées dans les gargouilles. Selon ses écrits, Gustave avait volé, ou sauvé, comme il l'écrivait, une gargouille particulière de Notre-Dame, convaincu qu'elle contenait l'entité la plus puissante et qu'elle était en danger d'être libérée lors des travaux de restauration. Absorbée par sa lecture, Sophie ne remarqua pas immédiatement le changement subtil dans l'atmosphère de la pièce. L'air semblait s'être épaissi, et la température avait chuté de plusieurs degrés. Lorsqu'elle leva enfin les yeux, elle eut l'impression fugace que la gargouille avait bougé, que sa position sur le socle était légèrement différente. « C'est ridicule » murmura-t-elle pour se rassurer. « Les statues ne bougent pas. » Pourtant, en remontant l'escalier, elle ne put se défaire de la sensation d'être observée. Thomas, quant à lui, avait décidé de se rendre au village. Il avait besoin de s'éloigner du manoir, de respirer un air qui ne soit pas chargé de cette tension inexplicable. Sur la place du village, il aperçut une jeune fille de son âge assise sur un banc, absorbée dans la lecture d'un livre. Quelque chose dans sa posture, dans la façon dont elle tournait délicatement les pages, attira son attention. « Salut » dit-il en s'approchant.
Je m'appelle Thomas. Ma famille vient d'emménager au manoir d'Evreux. La jeune fille leva vers lui des yeux d'un vert intense, et un sourire éclaira son visage. Mathilde, se présenta T.L. Mathilde Leblanc. Leblanc? Comme Vincent Leblanc, l'historien. C'est mon grand-père, confirma T.L. Son sourire s'évanouit légèrement. Il m'a dit que vous aviez visité Notre-Dame hier. Thomas acquiesça, soudain mal à l'aise. Ton grand-père semble savoir beaucoup de choses sur notre manoir. Mathilde hésita, comme si elle pesait ses mots. Il sait beaucoup de choses sur beaucoup de sujets. Mais parfois, je me demande s'il dit toute la vérité. Que veux-tu dire? Elle referma son livre et se pencha vers lui, baissant la voix. Mon grand-père fait partie d'une sorte de société. Ils se réunissent une fois par mois dans notre cave. Ils parlent de gardiens, de veilleurs, de cycles qui doivent être maintenus. Le cœur de Thomas s'accéléra. Le cercle des veilleurs? Les yeux de Mathilde s'écarquillèrent. Comment sais-tu ça? Avant qu'il ne puisse répondre, son téléphone vibra dans sa poche. Un message de sa mère, rentre immédiatement. Ton père a trouvé quelque chose d'important. De retour au manoir, la famille Dufresne se réunit dans le salon. Marc étalait sur la table basse les livres qu'il avait découverts, tandis que Sophie ajoutait les documents trouvés dans la cage de la cave. Le cercle des veilleurs existe depuis plus d'un siècle, expliqua Marc. Fondé par Gustave d'Evreux, il se consacre à la surveillance et au contrôle des entités emprisonnées dans certaines gargouilles, notamment celle de Notre-Dame. Et Vincent Leblanc en fait partie, ajouta Thomas, relatant sa conversation avec Mathilde. Ce qui expliquerait son intérêt pour nous et pour le manoir, dit Sophie. Mais pourquoi maintenant? Qu'est-ce qui a changé? Léa, qui était restée silencieuse jusqu'alors, prit la parole d'une voix étrangement calme. L'équinoxe approche. C'est un moment où le voile entre les mondes s'amincit. Tous se tournèrent vers elle, stupéfaits. Comment sais-tu cela? Demanda doucement Marc. Léa cligna des yeux, comme sortant d'une transe. Je ne sais pas. C'est comme si quelqu'un d'autre avait parlé à travers moi. Un silence pesant s'abattit sur la pièce, rompu uniquement par le tic-tac régulier de la vieille horloge du salon. Dehors, le ciel s'assombrissait, annonçant une nouvelle tempête. Et sur le toit du manoir, invisible depuis le salon, les gargouilles semblaient fixer l'horizon avec une attention renouvelée, comme si elles attendaient quelque chose, ou quelqu'un. La nuit tombait sur le manoir d'Evreux, apportant avec elle une obscurité qui semblait plus dense, plus tangible que les ténèbres ordinaires. Dans sa chambre, Léa se tournait et se retournait dans son lit, en proie à un sommeil agité. Des images fragmentées envahissaient ses rêves, des gargouilles prenant vie, des symboles lumineux flottant dans l'air, et une voix, ancienne et profonde, qui l'appelait par un nom qui n'était pas le sien. Élisabeth, murmurait la voix. Élisabeth, libère-nous. Dans la chambre voisine, Thomas était également tourmenté par des cauchemars similaires. Il voyait Notre-Dame en flammes, ses gargouilles s'arrachant à la pierre pour s'envoler dans un ciel rouge sang. Et au milieu de ce chaos, Léa, debout sur le toit du manoir, les bras tendus vers le ciel, accueillant ces créatures comme de vieux amis. Marc et Sophie, quant à eux, partageaient le même rêve troublant, ils se voyaient errer dans les couloirs du manoir, cherchant désespérément leurs enfants, tandis que des murmures incompréhensibles s'échappaient des murs. À chaque tournant, ils apercevaient une silhouette qui disparaissait aussitôt, les attirant toujours plus profondément dans le dédale de la demeure. À 3 heures du matin, un cri déchirant réveilla toute la maisonnée. Sophie fut la première à atteindre la chambre de Léa, suivie de près par Marc et Thomas. Ils trouvèrent la jeune fille assise dans son lit, les yeux grands ouverts, fixant un point invisible devant elle. Elle vient, murmura Léa d'une voix qui ne semblait pas être la sienne. Elle revient pour réclamer ce qui lui appartient. Qui, ma chérie? Demanda Sophie en s'asseyant au bord du lit, prenant les mains glacées de sa fille dans les siennes. De qui parles-tu? Élisabeth Valmont, répondit Léa, son regard toujours perdu dans le vide. Elle n'a jamais quitté le manoir. Elle est devenue l'une d'entre eux. Marc alluma la lampe de chevet, illuminant la pièce d'une lumière douce qui chassa momentanément les ombres. Sur les murs, il découvrit avec effroi que les dessins de Léa avaient pris une nouvelle dimension, ce n'étaient plus seulement des gargouilles qu'elle avait dessinées, mais des scènes entières montrant ces créatures prenant vie, s'arrachant à la pierre pour s'envoler vers un ciel tourmenté. « Je crois qu'il est temps d'appeler Vincent, dit Marc, la voix tendue par l'inquiétude. Malgré l'heure tardive, l'historien répondit à la première sonnerie, comme s'il attendait leur appel.
il promit d'arriver au manoir à l'aube. Aucun des Dufresne ne parvint à se rendormir cette nuit-là. Ils restèrent ensemble dans le salon, les lumières allumées, comme des naufragés s'accrochant à un radeau au milieu d'une mer déchaînée. Léa semblait être revenue à elle-même, mais elle restait silencieuse, les yeux rivés sur ses mains qui traçaient inconsciemment des symboles sur sa cuisse. Lorsque Vincent arriva, accompagné de sa petite fille Mathilde, le soleil commençait tout juste à poindre à l'horizon, baignant le manoir d'une lumière rose pâle qui adoucissait momentanément son aspect sinistre. « J'aurais dû être plus direct dès le début, admit Vincent après que Marc lui eut relaté les événements de la nuit. Mais je craignais que vous ne me preniez pour un fou. À ce stade, répondit Sophie avec une pointe d'amertume, la folie serait de nier que quelque chose d'anormal se produit dans cette maison. Vincent acquiesça gravement. Le cercle des veilleurs existe depuis la fin du XIXe siècle, fondé par Gustave Devreux après sa découverte concernant les gargouilles de Notre-Dame. Il a compris que certaines d'entre elles n'étaient pas de simples sculptures, mais des prisons pour des entités anciennes, ni bonnes ni mauvaises, mais d'une nature que notre esprit humain peine à concevoir. Et la gargouille dans notre cave, demanda Marc. C'est la plus importante de toutes, répondit Vincent. Gustave l'a retirée de Notre-Dame lors de la Restauration, convaincu qu'elle contenait l'entité la plus puissante, celle qu'il appelait le Veilleur. Il l'a installée ici, dans ce manoir construit spécifiquement pour la contenir, avec des symboles de protection gravés dans chaque poutre, chaque pierre. Mais pourquoi sommes-nous affectés maintenant, intervint Thomas. La gargouille est là depuis plus d'un siècle. Vincent échangea un regard avec Mathilde avant de répondre. Chaque équinoxe, le voile entre les mondes s'amincit. L'entité tente alors de communiquer, de trouver un vaisseau humain pour s'échapper de sa prison de pierre. Habituellement, le cercle effectue un rituel pour renforcer les sceaux. Mais cette année, nous sommes là, compléta Sophie, comprenant soudain. Et Léa est sensible à son influence. Pas seulement Léa, corrigea Vincent en regardant la jeune fille avec compassion. Elisabeth Valmont, la dernière propriétaire du manoir, était également réceptive. Elle est devenue obsédée par les gargouilles, par leurs murmures. Et lors de l'équinoxe d'automne 1897, elle a disparu. Disparu, répéta Marc, incrédule. Son corps n'a jamais été retrouvé, confirma Vincent. Mais le cercle a toujours cru qu'elle avait été, absorbée par l'entité. Qu'elle était devenue une partie du veilleur. Un silence pesant s'abattit sur la pièce, rompu uniquement par le tic-tac régulier de la vieille horloge du salon. Et maintenant, elle essaie de revenir, murmura Léa, parlant pour la première fois depuis l'arrivée de Vincent. Elle utilise mes rêves, mes dessins. Elle veut que je l'aide à se libérer. L'équinoxe est dans 3 jours, annonça gravement Vincent. D'ici là, l'influence de l'entité ne fera que croître. Nous devons renforcer les protections du manoir et préparer Léa à résister à son appel. Les jours suivants furent consacrés à ces préparatifs. Vincent apporta des livres anciens et des artefacts du cercle des veilleurs. Avec l'aide de Marc et Thomas, il rafraîchit les symboles de protection gravés dans le bois et la pierre du manoir. Sophie, quant à elle, se plongea dans le journal d'Elisabeth, cherchant des indices sur la façon dont la jeune femme avait succombé à l'influence de l'entité. Mathilde se rapprocha de Léa, partageant avec elle des techniques de méditation et de protection mentale que son grand-père lui avait enseignées. Les deux jeunes filles développèrent rapidement une complicité, trouvant du réconfort dans leur compréhension mutuelle de l'étrange situation. Mon grand-père ne dit pas tout, confia Mathilde à Léa alors qu'elles étaient assises dans le jardin, profitant d'un rare rayon de soleil. Je l'ai entendu parler avec d'autres membres du cercle. Il mentionnait un sacrifice. Un sacrifice, répéta Léa, un frisson parcourant son échine malgré la chaleur du soleil. Mathilde hocha gravement la tête. Je crois que chaque équinoxe, le cercle offre quelque chose à l'entité pour l'apaiser. Pas un sacrifice humain, ajouta-t-elle rapidement en voyant l'expression horrifiée de Léa, mais quelque chose de personnel, de précieux. Et cette année ? Cette année, je pense que c'est différent. L'entité est plus forte, plus déterminée. Peut-être parce que tu es là, peut-être parce que l'équinoxe coïncide avec un autre cycle astronomique. Je ne sais pas exactement, mais je sens que mon grand-père est inquiet, vraiment inquiet. Cette nuit-là, Léa fit un rêve différent des précédents. Elle se voyait marchant dans les couloirs du manoir, mais ce n'était pas le manoir tel qu'elle le connaissait. Les murs étaient couverts de tapisseries richement ornées, les boiseries luisaient d'un éclat neuf, et des bougies dans des chandeliers d'argent éclairaient son chemin. Au bout du couloir se tenait une jeune femme en robe d'époque, ses cheveux bruns remontés en un chignon élégant.
Son visage était à la fois étranger et étrangement familier. « Élisabeth » appela Léa, sa voix résonnant étrangement dans le couloir silencieux. La femme sourit tristement. « Ils ne comprennent pas, dit-elle d'une voix douce mais ferme. Le veilleur n'est pas notre ennemi. Il est notre protecteur. Mais il a besoin d'un vaisseau, d'un lien avec notre monde. » « Que s'est-il passé » demanda Léa, s'approchant lentement. « Que êtes-vous devenu ?»« Je suis devenu plus que ce que j'étais, » répondit Élisabeth, ses yeux s'illuminant brièvement d'une lueur surnaturelle. « Ni vivante ni morte. Une gardienne, comme les gargouilles. Et bientôt, tu me rejoindras. » Léa se réveilla en sursaut, le cœur battant à tout rompre. À sa fenêtre, la lune presque pleine projetait des ombres inquiétantes sur le plancher. Et sur le rebord de sa fenêtre, immobile mais terriblement présente, se trouvait une petite gargouille qu'elle était certaine de n'avoir jamais vue auparavant. Le jour de l'équinoxe approchait inexorablement, et avec lui, l'atmosphère au manoir d'Evreux devenait de plus en plus oppressante. Les phénomènes inexpliqués s'intensifiaient, objets déplacés, murmures dans les murs, et cette sensation constante d'être observé, même dans les pièces vides. Mais le changement le plus inquiétant concernait Léa. La jeune fille alternait entre des périodes de lucidité, où elle était parfaitement elle-même, et des moments de transe durant lesquels elle parlait d'une voix qui n'était pas la sienne, évoquant des souvenirs d'une vie au XIXe siècle. Ce matin-là, la famille prenait son petit déjeuner dans un silence tendu, chacun perdu dans ses pensées. Sophie observait sa fille avec inquiétude, notant la pâleur de son teint et les cernes qui soulignaient ses yeux. « Tu devrais manger un peu plus, » dit-elle doucement en poussant une assiette de croissants vers Léa. La jeune fille leva vers sa mère un regard distant. « La nourriture terrestre ne me sustente plus comme avant, » répondit-elle d'une voix étrangement formelle, avec un léger accent désuet. Marc et Sophie échangèrent un regard alarmé. Ce n'était pas la première fois que Léa s'exprimait ainsi, comme si Élisabeth Valmont parlait à travers elle. « Léa, » intervint Marc fermement, « nous savons que tu es là. Tu dois lutter contre cette influence. » Pendant un instant, le visage de Léa se crispa, comme si deux volontés s'affrontaient en elle. Puis ses traits se détendirent, et elle cligna des yeux, semblant revenir à elle-même. « Papa » murmura-t-elle, désorientée. « Qu'est-ce qui se passe ? J'ai encore disparu. » Thomas posa une main réconfortante sur l'épaule de sa sœur. « Juste pendant quelques secondes cette fois. Tu deviens plus forte, tu résistes mieux. » Vincent Leblanc avait promis de revenir dans l'après-midi avec d'autres membres du cercle des veilleurs pour préparer le rituel qui renforcerait les sceaux maintenant l'entité prisonnière. En attendant, Marc décida de descendre à la cave pour examiner à nouveau la gargouille. La créature de pierre n'avait pas bougé, bien sûr, les statues ne bougent pas, se répétait Marc comme un mantra. Pourtant, il ne pouvait se défaire de l'impression que son expression avait changé, que son rictus s'était accentué, comme si elle se moquait de leurs efforts futiles. Il sortit de sa poche un petit carnet où il avait recopié certains symboles trouvés dans les livres de Vincent. Selon l'historien, ces signes étaient censés affaiblir l'influence de l'entité. Avec une craie spéciale, Marc commença à les tracer autour du socle de la gargouille. Alors qu'il dessinait le dernier symbole, un froid soudain envahit la pièce, si intense que son souffle se condensait en nuages blancs devant son visage. Les flammes des bougies qu'il avait allumées vacillèrent, comme agitées par un vent invisible. Marc Dufresne, murmura une voix qui semblait venir de partout et de nulle part à la fois. « Pourquoi luttez-vous contre ce que vous ne comprenez pas ?» Marc se figea, le cœur battant à tout rompre. « Qui êtes-vous » demanda-t-il, s'efforçant de maîtriser le tremblement de sa voix. Un rire doux, presque musical, résonna dans la cave. « Vous connaissez mon nom. Élisabeth Valmont, dernière propriétaire légitime de ce manoir. Mais je suis bien plus que cela maintenant. Que voulez-vous de ma famille ? De ma fille ? Un vaisseau, répondit simplement la voix. Le veilleur a besoin d'un lien avec votre monde, et votre Léa est parfaite. Sensible, réceptive, comme je l'étais. Je ne vous laisserai pas la prendre, gronda Marc, la peur cédant la place à la colère. Vous n'avez pas le choix, répliqua la voix, perdant de sa douceur. L'équinoxe approche, et le voile s'amincit. Ce qui a commencé il y a plus d'un siècle doit s'achever. La température remonta brusquement, et les bougies reprirent leur flamme stable. Marc resta immobile un long moment, le cœur battant, avant de remonter précipitamment l'escalier. Dans le salon, il trouva Sophie en train de lire le journal d'Élisabeth, son visage trahissant une profonde concentration. « J'ai trouvé quelque chose, dit-elle sans lever les yeux. Écoute ça, »
10 septembre 1897, Gustave avait tort. Le veilleur n'est pas notre ennemi, il est notre protecteur. Mais pour nous protéger, il a besoin d'un lien avec notre monde, un vaisseau humain. Je comprends maintenant pourquoi il m'a choisi. À l'équinoxe, je deviendrai son encre dans ce monde, et ensemble, nous veillerons sur ceux qui viendront après. Elle s'est sacrifiée volontairement, murmura Marc, relatant ensuite sa propre expérience dans la cave. Mais sacrifiée à quoi exactement, demanda Sophie. Vincent parle d'une entité maléfique, mais Elisabeth la voyait comme un protecteur. Les deux peuvent être vrais, intervint Thomas, qui était entré silencieusement dans la pièce. Mathilde m'a parlé des recherches de son grand-père. Les entités emprisonnées dans les gargouilles ne sont ni bonnes ni mauvaises selon nos critères humains. Elles sont autres. Leur pouvoir peut protéger ou détruire, selon l'intention de celui qui les invoque. Et Elisabeth les a invoquées pour protéger, compléta Sophie. Mais protéger contre quoi, demanda Marc. Ils n'eurent pas le temps d'approfondir cette question, car un cri perçant retentit à l'étage. Ils se précipitèrent dans la chambre de Léa, où ils trouvèrent la jeune fille lévitant à plusieurs centimètres au-dessus de son lit, les yeux révulsés, parlant cette langue étrange qu'ils avaient déjà entendue. Mon Dieu, souffla Sophie, figée sur le seuil. Marc s'élança vers sa fille, mais une force invisible le repoussa violemment contre le mur. Thomas tenta à son tour de s'approcher, avec le même résultat. Il faut appeler Vincent, dit Sophie en sortant son téléphone. Ça va trop loin. L'historien arriva en un temps record, accompagné de Mathilde et de deux autres hommes qu'il présenta brièvement comme des membres du cercle des veilleurs. Lorsqu'ils entrèrent dans la chambre de Léa, la jeune fille était redescendue sur son lit, mais elle restait dans un état de transe, murmurant continuellement dans cette langue inconnue. Vincent s'approcha prudemment, observant Léa avec une expression grave. La possession progresse plus rapidement que je ne le craignais, dit-il. L'entité, ou Elisabeth, si vous préférez, prend le contrôle. Que pouvons-nous faire, demanda Sophie, la voix brisée par l'angoisse. Le rituel, répondit Vincent. Nous devions attendre l'équinoxe, mais nous n'avons plus ce luxe. Nous devons le réaliser maintenant, renforcer les sceaux avant qu'il ne soit trop tard. Les préparatifs commencèrent immédiatement. Les membres du cercle installèrent des bougies spéciales aux quatre coins de la chambre, tandis que Vincent traçait un cercle de symboles autour du lit de Léa. Mathilde préparait une infusion d'herbes dont l'odeur accromplit rapidement la pièce. Ces symboles devraient contenir l'influence de l'entité, expliqua Vincent. L'infusion aidera Léa à reprendre le contrôle de son esprit. Alors que le rituel allait commencer, Léa ouvrit soudain les yeux. Mais ce n'était pas le regard de la jeune fille qui fixait l'assemblée, c'était celui d'Elisabeth Valmont, ancien et infiniment conscient. Vincent Leblanc, dit-elle d'une voix qui n'était pas la sienne, descendant de ceux qui ont trahi Gustave Devreux. Vous perpétuez leurs erreurs. Vincent se figea, visiblement ébranlé. Elisabeth, dit-il doucement, nous ne sommes pas vos ennemis. Nous voulons seulement protéger cette famille, comme vous vouliez protéger la vôtre. Un rire cruel s'échappa des lèvres de Léa. Protéger. Le cercle n'a jamais cherché à protéger. Vous voulez contrôler, exploiter le pouvoir du veilleur pour vos propres fins. C'est faux, protesta Vincent, mais son regard fuyant trahissait un malaise. Dites-leur, insista la voix d'Elisabeth. Dites-leur comment, chaque équinoxe, vous offrez un sacrifice au veilleur. Pas pour l'apaiser, mais pour canaliser une fraction de son pouvoir vers votre précieux cercle. Un silence pesant s'abattit sur la pièce. Marc et Sophie se tournèrent vers Vincent, exigeant silencieusement une explication. C'est plus compliqué que cela, commença l'historien, mal à l'aise. Le cercle a toujours. Il fut interrompu par Mathilde qui s'avança, le visage pâle mais déterminé. C'est vrai, n'est-ce pas, grand-père? Tu m'as toujours caché la vérité, mais j'ai trouvé les journaux des anciens membres. Le cercle utilise le pouvoir du veilleur pour influencer les événements, pour manipuler l'histoire à petite échelle. Vincent sembla soudain vieilli de 10 ans. Nous avons fait ce qui était nécessaire, murmura-t-il. Le pouvoir du veilleur, correctement canalisé, peut être une force de bien. Et quel était votre plan pour ma fille, demanda Marc, la voix tremblante de colère. Quel sacrifice aviez-vous prévu? Avant que Vincent ne puisse répondre, Léa, ou plutôt Elisabeth, se redressa sur le lit, ses yeux brillant d'une lueur surnaturelle. Il comptait l'emmener, dit-elle. L'isoler, la conditionner pour qu'elle devienne un canal permanent entre le veilleur et le cercle. Un sacrifice vivant. Vincent ne nia pas.
Son silence était une confirmation suffisante. « Sortez de ma maison, gronda Marc. Tous. Maintenant. Vous ne comprenez pas, plaida Vincent. Sans le rituel, l'entité prendra complètement possession de Léa à l'équinoxe. Elle deviendra comme Élisabeth, ni vivante ni morte, liée au veilleur pour l'éternité. Nous trouverons une autre solution, intervint Sophie, se plaçant protectivement devant le lit de sa fille. Une solution qui ne sacrifie pas notre enfant. À contre-séhure, Vincent et les membres du cercle quittèrent la chambre. Mais sur le seuil, l'historien se retourna une dernière fois. L'équinoxe est demain soir, dit-il gravement. D'ici là, ce ne sera plus votre fille qui occupera ce corps. Réfléchissez Y. Après leur départ, Léa retomba dans un sommeil agité. Marc, Sophie et Thomas restèrent à son chevet, impuissants et terrifiés. Que faisons-nous maintenant, murmura Thomas. Marc serra les poings. Nous cherchons une autre solution. Il doit y avoir un moyen de sauver Léa sans la sacrifier. Les journaux d'Élisabeth, suggéra Sophie. Et les livres de la bibliothèque. La réponse doit s'y trouver. Dehors, le vent se levait, annonçant une tempête. Et dans les hauteurs du manoir, les gargouilles semblaient fixer l'horizon avec une attention accrue, comme si elles attendaient l'arrivée imminente de quelque chose ou de quelqu'un. L'aube du jour de l'équinoxe se leva sur le manoir d'Evreux, baignant la demeure d'une lumière dorée qui contrastait cruellement avec l'atmosphère de désespoir qui régnait à l'intérieur. Toute la nuit, Marc et Sophie s'étaient relayés au chevet de Léa, dont l'état alternait entre des périodes de calme apparent et des crises violentes durant lesquelles elle parlait avec la voix d'Élisabeth, révélant des fragments de l'histoire du manoir et du cercle des veilleurs. Thomas, quant à lui, avait passé la nuit dans la bibliothèque, parcourant frénétiquement les ouvrages laissés par Gustave d'Evreux, cherchant désespérément une solution alternative au sacrifice que Vincent avait évoqué. Aux premières lueurs du jour, un coup discret à la porte d'entrée tira Marc de sa torpeur. Sur le seuil se tenait Mathilde, seule, l'air épuisé mais déterminé. « Je ne devrais pas être ici, dit-elle rapidement avant que Marc ne puisse parler. Mon grand-père me croit endormi. Mais j'ai trouvé quelque chose qui pourrait vous aider. » Marc l'invita à entrer, méfiant mais prêt à saisir n'importe quelle lueur d'espoir. Dans le salon, Mathilde sortit de son sac un vieux carnet relié de cuir rouge, semblable au journal d'Élisabeth mais visiblement plus ancien. « C'est le journal de Gustave d'Evreux, expliqua-t-elle. Mon grand-père le garde dans un coffre-fort, mais j'ai trouvé la combinaison. » Sophie, qui les avait rejoints, examina le carnet avec un mélange d'espoir et d'appréhension. « Qui as-tu découvert ? » Gustave n'a jamais voulu emprisonner le veilleur, révéla Mathilde. Au contraire, il croyait en une symbiose, une coexistence harmonieuse entre l'entité et un hôte humain consentant. Selon lui, le veilleur n'est ni bon ni mauvais, il est comme une force de la nature, neutre mais puissante. Alors pourquoi l'avoir enfermé dans une gargouille, demanda Marc. Pour le protéger, pas pour l'emprisonner, répondit Mathilde. Les symboles que vous voyez partout dans le manoir ne sont pas des chaînes, mais des canaux, conçus pour permettre aux veilleurs d'interagir avec notre monde sans être corrompus par lui. Et Élisabeth, intervint Thomas, qui était entré silencieusement dans la pièce. Comment s'inscrit-elle dans tout cela ? Mathilde tourna les pages du journal jusqu'à une entrée datée de 1896. Écoutez, Élisabeth comprend mieux que quiconque la nature du veilleur. Sa sensibilité, son empathie naturelle en font le vaisseau idéal. Mais je crains que le cercle, dans son aveuglement, ne voit en cette union qu'une menace à contrôler plutôt qu'une alliance à cultiver. Donc Élisabeth s'est volontairement unie au veilleur, murmura Sophie. Ce n'était pas une possession forcée, mais un choix. Exactement, confirma Mathilde. Et maintenant, elle cherche à renouveler cette union à travers Léa, qui possède la même sensibilité. Mais pourquoi maintenant, demanda Marc. Pourquoi notre fille ? Mathilde hésita, comme si elle craignait leur réaction. Le cercle a progressivement corrompu le lien entre Élisabeth et le veilleur, détournant son pouvoir pour leur propre fin. Ils ont pollué la symbiose. Élisabeth cherche à rétablir l'équilibre, à purifier le lien. Et Léa, par sa sensibilité et son innocence, représente cette chance. Un silence pesant s'abattit sur la pièce tandis que la famille Dufresne assimilait ces révélations. Ce fut Thomas qui rompit finalement ce silence. « Il y a autre chose, n'est-ce pas ?» demanda-t-il, observant attentivement Mathilde. « Quelque chose que tu ne nous dis pas. » La jeune fille baissa les yeux. « Le rituel de symbiose exige un sacrifice, admis-elle à contre-séhure.
Pas celui que mon grand-père envisageait, mais un sacrifice tout de même. Quelqu'un doit volontairement offrir son sang, pas sa vie, mais son essence, pour purifier le lien. Et ce quelqu'un serait Léa, conclut Sophie, la voix tremblante. Pas nécessairement, répondit Mathilde. N'importe quel membre de la famille pourrait le faire. Mais le sacrifice doit être volontaire, et il comporte des risques. La personne qui offre son sang établit un lien permanent avec le veilleur. Elle devient différente. Ni tout à fait humaine, ni entièrement autre. Comme Elisabeth, murmura Marc. Mathilde acquiesça gravement. Le cercle arrive ce soir pour leur propre rituel. Ils tenteront de capturer l'essence du veilleur au moment où le voile entre les mondes sera au plus mince. Si vous choisissez de suivre la voie de Gustave, vous devez agir avant leur arrivée. Après le départ de Mathilde, la famille Dufresne se réunit dans la chambre de Léa. La jeune fille semblait plus calme, presque sereine, comme si elle percevait qu'une décision importante allait être prise. « Je le ferai », déclara Marc après un long silence. « J'offrirai mon sang pour le rituel. »« Non », intervint Sophie fermement. « Ce sera moi. Léa est ma fille, mon sang. »« Vous oubliez que j'ai aussi mon mot à dire », interrompit Thomas. « Je suis son frère. Notre lien est différent, mais tout aussi fort. » Leur débat fut interrompu par un murmure provenant du lit. Léa avait ouvert les yeux, et pour la première fois depuis des jours, c'était bien elle qui les regardait, pas Elisabeth. « Je dois le faire moi-même, dit-elle doucement. C'est mon choix. »« Léa, non, protesta Sophie. Tu ne sais pas ce que tu dis. » L'influence d'Elisabeth. « Ce n'est pas Elisabeth qui parle, l'interrompit Léa. C'est moi. J'ai vu ce qu'elle a vu, j'ai ressenti ce qu'elle a ressenti. Le veilleur n'est pas notre ennemi. Il protège ce manoir, cette terre, depuis plus d'un siècle. Mais le cercle a perverti ce lien, transformant une symbiose en exploitation. Ma chérie, dit doucement Marc, s'asseyant au bord du lit, tu ne peux pas prendre une telle décision. Tu es trop jeune, tu ne comprends pas pleinement les conséquences. Au contraire, répondit Léa avec une maturité qui surprit ses parents. Grâce à Elisabeth, je comprends mieux que quiconque. Je ne disparaîtrai pas, je ne mourrai pas. Je deviendrai plus que ce que je suis maintenant. Et je pourrai protéger notre famille, ce manoir, comme elle l'a fait avant moi. Un coup violent à la porte d'entrée interrompit leur conversation. Thomas se précipita à la fenêtre et aperçut plusieurs voitures garées dans l'allée. C'est Vincent, annonça-t-il, avec d'autres membres du cercle. Ils sont nombreux. Ils sont en avance, s'inquiéta Sophie. L'équinoxe n'est que ce soir. Ils ont dû apprendre pour Mathilde, supposa Marc. Ils viennent prendre Léa de force. Une décision devait être prise, et rapidement. Les coups à la porte se firent plus insistants, et bientôt, ils entendirent le bruit de verre brisé, quelqu'un forçait l'entrée. La cave, décida Marc. C'est là que se trouve la gargouille, c'est là que le lien est le plus fort. Nous effectuerons le rituel maintenant. Sophie hésita, déchirée entre la peur de perdre sa fille et la terreur de ce que le cercle pourrait lui faire. « Es-tu sûre, Léa ?» demanda-t-elle une dernière fois. « Absolument sûre. » Léa hocha la tête, son regard plus déterminé que jamais. « Je le suis, maman. Fais-moi confiance. » Ils se précipitèrent vers la cave, Marc portant Léa dans ses bras tandis que Thomas et Sophie bloquaient les portes derrière eux pour ralentir leurs poursuivants. Ils entendaient déjà des voix dans le hall, Vincent donnant des ordres pour fouiller chaque pièce. La gargouille les attendait dans la pénombre de la cave, son expression figée semblant presque expectative. Marc déposa doucement Léa devant elle, tandis que Thomas allumait les bougies disposées autour du socle. « Que devons-nous faire exactement ?» demanda Sophie, la voix tremblante. Léa ferma les yeux, comme écoutant une voix que seule elle pouvait entendre. « Le journal de Gustave, murmura-t-elle. Page 42. Le rituel y est décrit. » Thomas feuilleta rapidement le carnet que Mathilde leur avait laissé, trouvant la page en question. « C'est en latin, dit-il, fronçant les sourcils devant les inscriptions anciennes. « Je peux le lire, affirma Léa, tendant la main vers le journal. « Elisabeth me guide. » Des bruits de pas résonnaient maintenant dans l'escalier menant à la cave. Il n'avait plus que quelques minutes. Léa commença à réciter les mots latins d'une voix claire et assurée, comme si elle les avait toujours connus. À mesure qu'elle parlait, l'atmosphère dans la cave changeait, devenant plus dense, plus chargée d'électricité statique. Les flammes des bougies s'étirèrent vers le plafond, prenant des teintes bleutées.
le couteau, indiqua Léa, pointant vers un ancien poignard cérémoniel posé sur une étagère poussiéreuse. Marc hésita, la main tremblante. Je ne peux pas te blesser, ma fille. Ce n'est pas une blessure, le rassura Léa. C'est un don. Mon sang pour sceller le pacte, pour purifier le lien. À contre-séhure, Marc saisit le poignard et le tendit à Léa. La jeune fille prit l'arme sans hésitation et, d'un geste rapide mais précis, entailla légèrement la paume de sa main. Des gouttes de sang perlèrent, écarlates dans la lumière bleutée des bougies. Sanguimeux, anima mea, volunta mea, récita-t-elle, laissant son sang couler sur le socle de la gargouille. Mon sang, mon âme, ma volonté. Au moment où le sang toucha la pierre, un phénomène extraordinaire se produisit. La gargouille sembla absorber le liquide, la pierre devenant momentanément poreuse. Un grondement sourd fit vibrer les fondations du manoir, et une lumière aveuglante jaillit des yeux de la créature de pierre. La porte de la cave s'ouvrit avec fracas, et Vincent apparut, suivi de plusieurs membres du cercle. « Arrêtez » cria-t-il. « Vous ne savez pas ce que vous faites. » Mais il était trop tard. La lumière émanant de la gargouille enveloppa Léa, la soulevant légèrement au-dessus du sol. Son corps semblait translucide, traversé par des courants d'énergie pure. Ses yeux, grands ouverts, reflétaient une conscience ancienne et nouvelle à la fois. Non, hurla Vincent, se précipitant vers elle. À cet instant, une silhouette éthérée se matérialisa entre Léa et le cercle, la forme spectrale d'une jeune femme en robe d'époque, que Marc et Sophie reconnurent immédiatement comme Elisabeth Valmont d'après les photographies qu'ils avaient vues. « Vous avez perverti mon sacrifice » accusa le spectre, sa voix résonnant avec une autorité surnaturelle. « Pendant plus d'un siècle, vous avez détourné le pouvoir du veilleur pour vos ambitions mesquines. » Vincent recula, le visage blême. « Nous avons fait ce qui était nécessaire » se défendit-il faiblement. Le pouvoir devait être contrôlé, dirigé. Le pouvoir n'était pas vôtre, répliqua Elisabeth. Il appartenait au veilleur, et à moi en tant que son vaisseau consentant. Maintenant, Léa reprend ce rôle, de son plein gré. La lumière entourant Léa s'intensifia, devenant presque insoutenable. Des symboles lumineux apparurent sur sa peau, similaires à ceux gravés dans le manoir, mais vivants, pulsant au rythme de son cœur. « Que arrive-t-il à ma fille » demanda Sophie, partagée entre l'émerveillement et la terreur. « Elle devient comme moi » répondit doucement Elisabeth, son expression s'adoucissant en se tournant vers la mère. « Ni tout à fait humaine, ni entièrement autre. Une gardienne, un pont entre les mondes. » Soudain, Vincent sortit un objet de sa poche, un petit médaillon gravé de symboles anciens. « Je ne vous laisserai pas détruire l'œuvre de génération, gronda-t-il, brandissant l'artefact vers Léa. Le médaillon émit une lueur malsaine, et Léa cria de douleur, la lumière autour d'elle vacillant. Sans réfléchir, Thomas s'élança, arrachant le médaillon des mains de Vincent. Au moment où ses doigts se refermèrent sur l'objet, une décharge d'énergie le parcourut, le projetant violemment contre le mur. Thomas, hurla Marc, se précipitant vers son fils. Mais Thomas se relevait déjà, le médaillon serré dans son poing. Ses yeux brillaient d'une lueur nouvelle, comme s'il avait accédé à une compréhension supérieure. « Je vois maintenant, murmura-t-il. Je comprends. » D'un geste décidé, il brisa le médaillon contre le sol. Une onde de choc balaya la cave, renversant Vincent et les membres du cercle. Au même moment, la lumière entourant Léa se stabilisa, prenant une teinte dorée apaisante. « C'est fait » annonça-t-elle d'une voix qui était à la fois la sienne et autre chose plus profonde, plus ancienne. « Le lien est purifié. » Elisabeth sourit, sa forme spectrale commençant à se dissoudre. « Ma tâche est accomplie, dit-elle. Je peux enfin trouver le repos. Veille bien sur eux, jeune gardienne. » Alors que le spectre disparaissait, Léa redescendit doucement sur le sol, la lumière se résorbant en elle. Ses yeux, lorsqu'elle les ouvrit, étaient toujours les siens, mais avec une profondeur nouvelle, comme si elle voyait désormais au-delà des apparences. Vincent se releva péniblement, aidé par l'un de ses compagnons. Son visage exprimait un mélange de défaite et de résignation. « Vous ne savez pas ce que vous avez fait, dit-il faiblement. »« Au contraire, répondit Léa avec une assurance tranquille. J'ai restauré l'équilibre. Le veilleur n'est ni votre serviteur ni votre prisonnier. Il est mon partenaire, comme il l'était pour Elisabeth. Et maintenant » demanda Sophie, s'approchant prudemment de sa fille, incertaine de ce qu'elle était devenue. Léa sourit, tendant la main vers sa mère. « Maintenant, nous vivons. Différemment, peut-être, mais ensemble. »
Le manoir est notre foyer, et je suis toujours votre fille. Marc rejoignit sa femme, enlaçant Léa avec précaution, comme s'il craignait qu'elle ne soit devenue fragile. Mais sous ses bras, il sentit la même solidité, la même chaleur qu'avant. « Tu es toujours toi, murmura-t-il, soulagé. « Plus que jamais, confirma Léa. Je suis moi-même, avec la sagesse d'Élisabeth et la protection du veilleur. » Thomas s'approcha à son tour, une lueur de compréhension dans le regard. « Le médaillon, dit-il. Quand je l'ai touché, j'ai vu tout. L'histoire du cercle, leur manipulation, leurs mensonges. » Vincent baissa la tête, incapable de soutenir le regard accusateur du jeune homme. « Nous pensions agir pour le bien commun, se justifia-t-il faiblement. En exploitant une force que vous ne compreniez pas, répliqua Thomas. En pervertissant un lien sacré pour votre propre pouvoir. Partez, ordonna Marc aux membres du cercle. Et ne revenez jamais dans cette maison. Vincent hésita, puis acquiesça lentement. Le cercle respectera votre décision, concéda-t-il. Mais sachez que vous portez désormais une responsabilité immense. Une responsabilité que nous assumerons ensemble, affirma Léa. En famille. Alors que les membres du cercle quittaient la cave, une silhouette apparut dans l'encadrement de la porte Mathilde, le visage marqué par l'inquiétude et l'espoir. « Est-ce que, tout va bien ?» demanda-t-elle timidement. Léa lui sourit, tendant la main vers elle. « Viens, l'invita-t-elle. Tu as toujours eu raison de douter. Tu as une place parmi nous, si tu le souhaites. » Mathilde jeta un regard hésitant vers son grand-père qui s'éloignait, puis vers la famille Dufresne qui l'accueillait. Son choix était fait. À l'extérieur du manoir, l'équinoxe atteignait son apogée. Le jour et la nuit s'équilibraient parfaitement, comme le pouvoir nouvellement harmonisé qui habitait désormais les murs de la demeure. Et sur le toit, les gargouilles semblaient avoir changé d'expression, leurs grimaces transformées en un sourire vigilant, protecteur. Le manoir d'Evreux avait trouvé sa nouvelle gardienne. Un an s'était écoulé depuis l'équinoxe qui avait changé à jamais la vie de la famille Dufresne. Le manoir d'Evreux, autrefois sinistré et oppressant, semblait désormais vibrer d'une énergie paisible, comme si la demeure elle-même respirait en harmonie avec ses habitants. L'automne parait le jardin de teintes flamboyantes, les feuilles des arbres centenaires formant un tapis doré sur les allées que Marc avait patiemment restaurées au cours des derniers mois. Dans le salon baigné de lumière, Sophie terminait la mise en page d'un manuscrit l'histoire d'Élisabeth Valmont et du manoir d'Evreux, qu'elle avait décidé de publier sous forme de roman historique. « Tu penses que les gens croiront que ce n'est que fiction ?» demanda Thomas, qui observait par-dessus son épaule. Sophie sourit, ajustant ses lunettes. « Les meilleures histoires sont toujours celles qui contiennent une part de vérité. Mais qui croirait qu'une famille ordinaire partage son foyer avec une entité ancienne incarnée dans des gargouilles ? Thomas avait bien changé depuis cette nuit fatidique. Le contact avec le médaillon lui avait ouvert l'esprit à des perceptions nouvelles. Sans être lié au veilleur comme sa sœur, il avait développé une sensibilité particulière aux énergies qui imprégnaient le manoir. Cette sensibilité l'avait conduit à s'intéresser à l'histoire ésotérique, et il passait désormais de longues heures dans la bibliothèque, déchiffrant les ouvrages anciens laissés par Gustave d'Evreux. « Mathilde arrive dans une heure », annonça-t-il en consultant sa montre. Elle apporte les derniers documents qu'elle a récupérés des archives du cercle. Après la dissolution du cercle des veilleurs car Vincent, privé du pouvoir du médaillon, n'avait pu maintenir son autorité sur les membres, Mathilde avait pris sur elle de rassembler et de préserver leur savoir. Non pas pour l'exploiter comme l'avaient fait ses prédécesseurs, mais pour comprendre et protéger l'héritage dont la famille Dufresne était désormais dépositaire. La relation entre Thomas et Mathilde s'était approfondie au fil des mois, évoluant d'une complicité intellectuelle vers quelque chose de plus profond, que ni l'un ni l'autre ne cherchait encore à définir, mais que tous autour d'eux observaient avec bienveillance. Dans le jardin, Marc terminait la restauration d'une fontaine ornée de petites gargouilles. Depuis les événements de l'équinoxe, il avait abandonné son ancien métier d'architecte d'intérieur pour se consacrer entièrement à la restauration du manoir. Chaque pierre, chaque poutre qu'il touchait semblait répondre à ses soins, comme si la demeure elle-même appréciait l'attention. « Elle est magnifique », commenta une voix derrière lui. Marc se retourna pour découvrir Léa, qui observait son travail avec un sourire appréciateur. Sa fille avait également changé, mais d'une façon plus subtile, plus profonde. Physiquement, elle restait une adolescente de 15 ans, mais ses yeux reflétaient une sagesse ancienne, et sa présence dégageait une sérénité qui apaisait tous ceux qui l'approchaient. « Tu crois qu'elle fonctionnera ?» demanda-t-il en désignant la fontaine. « Elle fonctionnera » affirma Léa avec une certitude tranquille. « L'eau coulera à nouveau,
comme au temps de Gustave. Marc essuya ses mains sur son gant et contempla sa fille avec un mélange d'émerveillement et d'acceptation. Il avait fallu du temps pour s'habituer à ce qu'elle était devenue ni tout à fait Léa, ni entièrement autre chose, mais une fusion harmonieuse qui préservait l'essence de sa fille tout en l'enrichissant d'une dimension nouvelle. « Comment te sens-tu aujourd'hui » demanda-t-il, une question qu'il posait souvent, toujours soucieux de s'assurer que la symbiose avec le veilleur restait équilibrée. « En paix, répondit Léa, son regard se perdant un instant vers les hauteurs du manoir où les gargouilles veillaient silencieusement. Le veilleur est content. Le manoir prospère, et sa protection s'étend. Cette protection, ils en avaient tout ressenti les effets. Depuis un an, une chance inexplicable semblait accompagner chaque membre de la famille. Des opportunités inattendues, des rencontres fortuites mais significatives, et surtout, cette sensation constante d'être guidé, soutenu par une présence bienveillante. Vincent est revenu au village, annonça soudain Léa, son expression s'assombrissant légèrement. Marc serait dit. L'ancien chef du cercle des veilleurs avait quitté la région peu après les événements de l'équinoxe, humilié par son échec et la défection de sa petite fille. « Tu penses qu'il représente une menace » demanda-t-il, inquiet. Léa secoua la tête. « Non. Il est différent. Brisé, mais aussi plus lucide. Je crois qu'il cherche la rédemption. Après tout ce qu'il a fait ? Après avoir tenté de te prendre à nous ? Le veilleur n'est pas rancunier, expliqua doucement Léa. Il voit au-delà des erreurs humaines, vers les possibilités de guérison. Vincent possède un savoir précieux. S'il est prêt à le partager honnêtement, sans chercher à manipuler ou contrôler, il pourrait encore servir un dessein plus grand. Marc soupira, s'efforçant d'adopter la perspective plus large de sa fille. C'était l'un des aspects les plus difficiles de leur nouvelle vie, accepter que Léa, malgré son jeune âge, possédait désormais une sagesse qui dépassait parfois la sienne. « Tu veux le rencontrer » demanda-t-il finalement. « Pas encore » répondit Léa. « Laissons-lui le temps de comprendre par lui-même ce qu'il doit faire. S'il est sincère dans sa quête de rédemption, il viendra à nous. » Ils rentrèrent ensemble vers la maison, où Sophie les accueillit avec la nouvelle que son manuscrit était enfin terminé. Le manoir des ombres, l'héritage du veilleur, lut Marc sur la page de titre. Tu es sûr de vouloir partager cette histoire ? Sous forme romancée, oui, confirma Sophie. Les gens ont besoin de magie dans leur vie, de mystère. Et quelque part, peut-être que certains lecteurs sensibles percevront la vérité sous-jacente. Le téléphone de Thomas sonna. Mathilde annonçait qu'elle arriverait plus tôt que prévu, et qu'elle n'était pas seule. Vincent l'accompagnait, demandant humblement la permission de rencontrer la famille. La nouvelle créa un moment de tension, rapidement dissipé par l'assurance tranquille de Léa. « C'est le moment, dit-elle simplement. Écoutons ce qu'il a à dire. » Ils préparèrent le salon pour recevoir leurs visiteurs, Marc allumant un feu dans la grande cheminée pour chasser l'humidité de cette journée d'automne. Lorsque la sonnette retentit, ce fut Léa qui alla ouvrir, accueillant Mathilde avec une étreinte chaleureuse et saluant Vincent d'un hochement de tête respectueux. L'ancien chef du cercle des veilleurs semblait avoir vieilli de 10 ans. Ses épaules voûtées et son regard éteint témoignaient des épreuves qu'il avait traversées. Il s'avança dans le salon avec l'humilité d'un pénitent, s'arrêtant à distance respectueuse de la famille. « Je vous remercie de me recevoir » commença-t-il, la voix rauque d'émotion contenue. « Je ne mérite pas votre hospitalité après ce que j'ai tenté de faire. »« Pourquoi êtes-vous revenu » demanda directement Marc, toujours méfiant. Vincent sortit de sa sacoche un épais dossier qu'il déposa sur la table basse. « Pour vous remettre ceci. Tous les documents restants du cercle concernant le veilleur, Gustave Devreux et Elisabeth Valmont. Notre savoir vous appartient désormais, à vous les véritables gardiens. Le cercle, s'enquit Thomas. Il existe toujours ? Non, répondit Vincent avec un soupir las. Après notre défaite, les membres se sont dispersés. Certains ont tenté de maintenir les anciennes pratiques, mais sans le pouvoir du médaillon, leur influence s'est rapidement dissipée. Et vous ? Demanda doucement Léa. Qu'avez-vous fait pendant cette année ? Vincent leva vers elle un regard où brillait une lueur de compréhension nouvelle. J'ai voyagé. J'ai médité. J'ai cherché à comprendre où nous nous étions égarés. Le cercle avait été fondé avec de nobles intentions, protéger l'humanité des forces qu'elle ne comprenait pas. Mais au fil des générations, la soif de pouvoir a corrompu notre mission. Il s'interrompit, cherchant ses mots. Ce que j'ai vu ici, cette nuit-là, ce n'était pas ce que j'avais toujours craint. Ce n'était pas une possession maléfique, mais une union sacrée, consentie.
J'ai passé ma vie à lutter contre ce que je considérais comme une menace, sans jamais chercher à comprendre sa véritable nature. Et maintenant, demanda Sophie. Que cherchez-vous? La rédemption, si elle est possible, répondit humblement Vincent. Ou du moins, la paix. Je voudrais mettre mon savoir au service de votre famille, vous aider à comprendre l'héritage dont vous êtes désormais les gardiens. Léa s'approcha de lui, posant doucement sa main sur son bras. À ce contact, Vincent tressaillit, comme traversé par un courant électrique. Le veilleur vous pardonne, dit-elle d'une voix qui n'était pas tout à fait la sienne. Élisabeth aussi. La colère et la rancune n'ont pas leur place dans le cycle éternel. Des larmes silencieuses coulèrent sur les joues de Vincent. Comment est-ce possible? Après tout ce que j'ai fait? Parce que vous avez finalement compris, répondit Léa. Le veilleur ne cherche pas la vénération ou l'obéissance, mais la compréhension et l'harmonie. Cette nuit-là, alors que la famille Dufresne et leurs invités partageaient un repas dans la salle à manger restaurée du manoir, une tempête se leva sur la Normandie. Mais contrairement aux orages menaçants qui avaient précédé l'équinoxe un an plus tôt, celui-ci semblait purificateur, lavant le monde extérieur comme pour refléter la réconciliation qui s'opérait à l'intérieur. Plus tard, alors que tous dormaient, Léa se leva silencieusement et monta jusqu'à la plus haute tour du manoir. Là, sous la pluie battante, elle s'avança sur la terrasse où les gargouilles montaient leur garde éternelle. « Nous avons réussi, Élisabeth, murmura-t-elle au vent. Le cycle est restauré, l'équilibre maintenu. » Un éclair illumina brièvement le ciel, et dans sa lueur fugace, Léa aurait juré voir la silhouette éthérée d'Élisabeth Valmont, souriant avec approbation avant de se fondre dans la pierre d'une gargouille. Le lendemain matin, les habitants du village remarquèrent un phénomène étrange, toutes les gargouilles de l'église romane, qui fixaient depuis des siècles le manoir d'Evreux sur sa colline, semblaient avoir légèrement tourné la tête, comme pour saluer respectueusement la demeure et ses nouveaux gardiens. Et dans les hauteurs de Paris, sur les tours de Notre-Dame, les gargouilles centenaires paraissaient plus vigilantes que jamais, sentinelles silencieuses d'un secret que seuls quelques élus comprenaient pleinement, que certaines pierres ne sont pas simplement des pierres, que certaines maisons ne sont pas simplement des maisons, et que parfois, les gardiens les plus puissants sont ceux que l'on ne remarque pas, veillant éternellement depuis les hauteurs sur un monde qui a oublié leur véritable nature. Au manoir d'Evreux, la famille Dufresne commençait un nouveau chapitre de leur existence, gardien d'un héritage ancien mais toujours vivant, protégé et protecteur, lié à jamais au mystère des gargouilles et à l'entité bienveillante qui habitait désormais parmi eux. Le veilleur, ni ange ni démon, mais quelque chose d'autre, d'ancien et de sage, qui avait trouvé dans leur acceptation et leur amour un foyer pour l'éternité. Fin.